Quatrième et avant-dernière partie, comment les contraintes des collaborateurs des différentes entreprises peuvent-elles influer la relation client et la dégrader ou peut-être la renforcer et l'améliorer? Enfin, clairement, et je ne pense pas que ce soit quelque chose de nouveau, hein, dès lors qu'on enferme un collaborateur, quel qu'il soit, dans un processus, dans un script, dans un modèle d'action qui est figé, il se retrouve dans une situation de tension où il est plus préoccupé par rester à l'intérieur des lignes blanches que d'écouter le client, que de vivre la relation et donc servir et proposer une des solutions qui soient les plus adaptées possibles, même si ces solutions doivent se situer dans un cadre. Donc plus on contraint la relation du conseiller, du collaborateur au client, plus on la met dans des scripts, dans les trucs comme ça, plus on empêche l'écoute, plus on empêche l'intelligence, plus on empêche le bon sens, plus on empêche la capacité de réaction vis-à-vis de la personne qui est en face, vis-à-vis du client qui est en face, et plus on met le conseiller dans des situations très difficiles. C'est ce qu'on a vécu sur les plateaux avec les temps moyens d'appel pour des questions de productivité. On se fichait de savoir si le client rappelait 4 fois. Hein. Si on tenait dans les 3 minutes initiales, c'était bien. Mais si le client faisait 12 minutes en appelant 4 fois, on s'en fichait, les 3 minutes initiales étaient bonnes. Donc ces grilles de lecture-là sont quand même en train de s'effacer très très largement. Pas sûr qu'elles soient obsolètes, enfin qu'elles soient obsolètes intellectuellement, ça j'en suis profond, et managérialement parlant, j'en suis profondément convaincu. Dans les faits, c'est moins sûr. Qu'elles soient obsolètes sur le terrain, ça, je ne parle pas de mon entreprise, hein, je parle en règle générale, je pense qu'elle reste encore. Et ça c'est un élément majeur. Plus on est prisonnier d'un processus, moins on est en capacité d'écouter. Et il ne s'agit pas en disant cela de dire qu'on va faire ce qu'on veut et puis sortir complètement de la route. Hein, et on peut rester à l'intérieur d'un cadre. Mais quand vous conduisez, vous êtes des fois un petit peu plus à droite et des fois un petit peu plus à gauche de la route, et pour autant, vous n'allez pas taper les glissières de sécurité. Donc c'est un peu ces notions-là qu'il faut absolument aller. Et le numérique, et c'est un des dangers, un des défauts, parce qu'il propose des mesures dans tous les sens, qu'il est capable de dire ce que chaque client pense, que chaque groupe de clients pense, que chaque association de groupes des clients pense, et selon la journée et l'heure de la journée, voilà, donne des niveaux de lecture, des niveaux statistiques de lecture qui sont tellement précis, qui finissent aussi par risquer de déconnecter et le management et le conseiller de simplement l'écoute et du bon sens dans la relation client. Donc ce monitoring tellement précis désormais, le danger, c'est qu'il nous éloigne d'une écoute simple et basique et de bon sens du client. Ce qui veut dire que d'un point de vue managérial, les évolutions que nous vivons actuellement, et encore plus dans le mode contraint, ne doivent pas nous empêcher de donner la main aux conseillers, de donner la main aux collaborateurs qui sont en face des clients pour qu'eux-mêmes, parce qu'ils connaissent le référentiel et qu'ils ne font pas n'importe quoi, puissent juger de la manière dont ils doivent adapter la réponse au client. Et ça peut être des gestes clients, ça peut être une rapidité d'exercice de telle ou telle chose, de regarder plus précisément le dossier, d'aller le porter directement à quelqu'un, etc. Et ça, il faut absolument laisser la main aux collaborateurs, parce que d'abord, managérialement parlant, ça va détendre drastiquement l'ambiance, ensuite ça fait des boulots intéressants, et ça donne beaucoup plus de performance opérationnelle. Oui, je rejoins tout à fait Olivier. Il y a une dimension économique, de productivité, mais il y a aussi le sens qu'on donne au travail. Effectivement, s'il s'agit d'exécuter des tâches de façon routinière, ça présente peu d'intérêt. Le problème, au fond, c'est que l'industrie des services, et d'ailleurs le fait de dire industrie des services est assez typique, les services en fait ont explosé au pic du taylorisme dans l'industrie, et on a dupliqué dans les services des logiques tayloristes qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais qui doivent être appliquées et adaptées en fait au secteur des services. Donc la spécialisation, le contrôle des tâches, enfin tout ce qu'on a vu dans l'industrie des centres de contact est certainement pas à oublier, mais probablement à adapter. On peut tout à fait dire, au lieu de dire 3 minutes par appel, on peut très bien dire 10 appels en 30 minutes,
Ça fait la même enveloppe globale de ressources, sauf qu'effectivement, d'un appel à l'autre, le conseiller peut décider de passer 2 minutes ou 4 minutes. Donc, il a cette marge de manœuvre. Et je trouve qu'effectivement, la métaphore de la route est parfaite. Hein. Il y a effectivement une route à suivre, mais il y a des écarts qu'on peut créer, voilà, à condition de ne pas toucher le bord des glissières. Donc, de ce point de vue-là, laisser la capacité d'initiative, d'ajustement, d'adaptation aux collaborateurs est essentiel. Mais bon, ça ne peut pas se faire simplement en disant que c'est utile et pertinent de le faire. Effectivement, il faut accompagner parce que c'est quand même une transformation importante. Là, je pense qu'il y a plusieurs choses, mais au cœur de tout ça, il y a aussi la formation du collaborateur. C'est cette capacité d'autonomie, mais qui doit être faite, par exemple, en comprenant les enjeux. Pourquoi il y a une contrainte et comment je peux la dépasser sans trop la dépasser. Donc voilà, il y a un enjeu de compréhension hein, pour les collaborateurs qui est important. Et puis il y a aussi un enjeu d'équipement. Enfin, depuis maintenant 2-3 ans, on voit le développement des tablettes, des phablettes et autres outils, par exemple dans les magasins, hein, auprès des conseillers. Donc voilà, les conseillers sont équipés. Ils connaissent par exemple le profil du client et c'est précisément ça qui leur permet d'ajuster leur discours ou le geste client, par exemple, à la valeur client. Donc, ils sont équipés de façon à pouvoir exercer ce rôle d'ajustement. Il ne s'agit pas juste de dire « allez-y, ajustez » parce qu'effectivement, ça ne va pas fonctionner. Pour poursuivre le propos de Pierre, la question de la formation de la compétence est absolument essentielle. C'est un peu comme un joueur de foot sur un terrain qui devrait se retourner vers son entraîneur pour savoir s'il faut qu'il fasse une passe, qu'il dribble ou qu'il fasse autre chose. C'est évident que l'équipe, elle n'irait pas très très loin. Donc c'est parce qu'il a compris le système de jeu, schéma tactique, et qu'il a compris dans quel environnement il devait jouer, et qu'il a compris l'enjeu du match, ne pas perdre ou absolument gagner, qu'il va se comporter d'une certaine manière en utilisant ses compétences, etc. Donc on est dans un système où aujourd'hui encore, on demande à la hiérarchie, on demande à son chef quel comportement il faut adopter, et il faut qu'on passe à un modèle où la hiérarchie explique l'environnement, explique le sens, pour que l'individu, avec les compétences qu'on a pris soin de lui transmettre, sache adapter son comportement lui-même, parce qu'il a compris les enjeux, parce qu'il a compris dans quelle situation on se trouvait. Et ça c'est pour moi un élément absolument impératif pour donner de la fluidité dans la relation client. Et ça vient en écho au numérique parce que aujourd'hui, tous les gens, les conseillers, qui plus est les jeunes, ils tweetent et ils Facebook à longueur de journée. Et quand un client envoie un tweet ou un Facebook, il ne s'attend pas à ce qu'on lui réponde dans les délais normés de 8 jours. Il faut que ce soit instantané. Et pour que ce soit instantané, il faut que le conseiller qui reçoit le tweet, qu'on puisse disposer, le conseiller ou le système qui reçoit, puisse disposer des marges de manœuvre pour répondre immédiatement. On ne va pas attendre le comité de direction du lundi d'après pour dire c'est quoi la réponse qu'on va apporter. Donc ces éléments-là veulent dire qu'on va devoir confier la réponse à des gens qui sont des conseillers de premier niveau, et sans que ce soit absolument péjoratif, ce que je viens de dire. Alors que hier, la relation téléphonique, elle se faisait avec ces mêmes conseillers, mais avec une personne en face. Et là, le tweet ou ma réponse que je vais porter sur les réseaux sociaux, elle a toutes les chances d'être mondiale. En tout cas, elle peut devenir mondiale. Donc on met entre les mains des conseillers des niveaux de responsabilité qui sont extrêmement importants. Donc cet élément-là impose de la formation, impose une revisite des modèles managériaux, impose des niveaux de confiance qui ne sont plus ceux avec lesquels on a été éduqué dans le système des entreprises en général, et sont une vraie rupture dans le modèle de relation client que nous pouvions avoir. L'instantanéité, la montée en compétences, la compréhension du sens et quelque part une forme de la main laissée à des gens qui sont en front. Et ce qui est assez caricatural et assez caractéristique en définitive, c'est que dans la hiérarchie, c'est assez vrai ces entreprises publiques, peut-être assez vrai aussi dans les entreprises du domaine privé, c'est que la hiérarchie et que les conseillers en front office sont moins payés que les conseillers en back office. La compétence technique est survalorisée par rapport à la compétence de la relation client. Peut-être que cet élément-là devrait être réformé assez rapidement. Et est-ce qu'il ne faut pas, pour faire le lien avec les données, la formule est usée jusqu'à la corde, mais est-ce que trop de données et trop d'informations
ne tue pas cette information. Je veux dire par là, vous arrivez pour acheter une voiture, et puis on sait ce que vous avez regardé comme modèle de voiture, ce sur quoi vous avez cliqué, mais vous vous êtes peut-être totalement illusionné sur votre pouvoir d'achat, ou vous vous êtes laissé emballer parce qu'on vous présentait une voiture qui ne vous correspond pas, ou vous avez oublié que vous avez une femme et des enfants et qu'il faut plutôt un modèle familial que personnel. Est-ce que tout ça, au moment où vous êtes face à un vendeur, j'ai pris l'exemple de l'automobile, ça pourrait être le même, je ne sais pas, chez Decathlon, vous êtes illusionné sur votre niveau sportif, ou au contraire vous êtes très modeste alors que vous pourriez accéder à un matériel de qualité supérieure pour la pratique sportive que vous avez. Est-ce que tout ça, à un moment, ça ne se cristallise pas? Est-ce que le vendeur n'a pas la possibilité, en face à face, en front, de recoller les morceaux de la personnalité réelle de son interlocuteur, du consommateur, du client, et d'être un véritable conseil, parce que c'est interactif, parce qu'il l'a en face de lui, parce qu'au-delà de ce qu'il sait, voilà, il pose des questions et finalement il est meilleur conseiller. Là, il y a deux enjeux. Il y a la capacité, je veux dire, technique des dispositifs d'intelligence artificielle à répondre je veux dire, de façon pertinente à une question versus la compétence du vendeur. Parce qu'aujourd'hui, on a des... je ne vais pas citer de nom de prestataires, mais il y a aujourd'hui des sites qui proposent des avatars, enfin, qui sont très intelligents, d'une part, et puis d'autre part, on a parfois des vendeurs qui n'ont pas toujours les compétences. Donc, c'est une question de rapport, en fait. Est-ce qu'il faut privilégier, je veux dire, la compétence en boîte de l'avatar, qui est peut-être imparfaite, mais qui est systématique, qui est complète, qui présente qui est peu cher, ou alors la compétence du vendeur, qui est évidemment plus chère et qui est parfois un peu aléatoire. Donc, on voit qu'il y a une substitution, très clairement, dans beaucoup d'entreprises, et qu'on privilégie la technologie au détriment de l'humain. Tout simplement pour des raisons de fiabilité de la technologie, mais aussi de coût de l'humain. Donc là, on a un vrai sujet, c'est comment on peut éventuellement concentrer les ressources humaines sur les moments les plus critiques du parcours client pour qu'au moins à ce moment-là, le client soit pas perdu. On a un sujet effectivement globalement d'investissement. Enfin, je veux dire, en amont de tous les points qu'a évoqué Olivier, il y a les questions de l'investissement sur la qualité de service et sur la relation client. Il y a un sous-investissement, et c'est bon, je veux dire, c'est pas une parole de syndicaliste, c'est une parole de chercheurs et d'études aux États-Unis qui montrent très clairement que, pour faire une formule, le productivisme tue la productivité. Je veux dire, il y a un sous-investissement sur le facteur humain. Si on prend le secteur que je connais mieux, qui est le retail, combien de ventes sont perdues en magasin, d'intentions d'achat ne sont pas transformées en achats, tout simplement parce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir le conseil adapté en fonction de son profil, de son niveau. Voilà. Donc pareil, pour donner un autre exemple sur les sites web, on sait que le click-to-call améliore les facteurs de conversion, les taux de conversion sur les sites marchands, mais derrière, il faut des ressources humaines pour répondre. On perd finalement des ventes et on perd souvent des clients en raison d'un sous-investissement en qualité de la relation ou en qualité de service. Donc il y a une vraie prise de conscience. Après, il y a des contraintes économiques, mais à la fin, il faut quand même faire le bilan. Et encore une fois, le productivisme tue un peu la productivité. Sur cet aspect-là, chez nous, le développement du numérique, des services digitaux et du self-care en règle générale va nous amener à de plus en plus focaliser le service téléphonique ou le contact physique sur soit des problèmes, des réclamations en définitif, soit des solutions à valeur ajoutée forte, parce que la problématique du client, elle est complexe. Donc c'est là qu'est la clé, et c'est là qu'est aussi la performance, parce que si vous appelez pour simplement demander une confirmation de la date de vos travaux, la plus-value est assez limitée. Vous allez sur Internet, vous avez votre dossier, vous trouvez votre date, et ça vous convient très très bien. Par contre, vous avez une question un peu technique sur comment vous allez raccorder votre maison. C'est pas inintéressant, vous expliquez la situation bizarroïde de votre maison avec le champ du voisin, etc., à un conseiller qui va vous dire « Ah, ok, je vais regarder, je vous rappelle. » Voilà, cette question-là. Deuxième élément que je voulais aborder, c'est sur ces volumes de données importants, ça aboutit à deux choses. Soit ça aboutit à ce que la dernière donnée chasse la précédente, parce qu'on a un système d'empilage et que la dernière donnée valable, c'est celle qui arrive à l'instant où on parle. Et donc ça obère toute forme d'intelligence et de capacité à lire la manière dont l'environnement évolue. Soit ça a des effets de silo
qui vous conserve en tant que client dans un environnement donné. C'est l'exemple, vous avez aimé ce livre, les autres ont aimé aussi. Vous avez aimé les Beatles, vous allez aussi aimer les Rolling Stones, quoique. Mais voilà, c'est ces éléments-là. Et ça, c'est des éléments qui enferment un client dans son profil. Et il y a une formule que j'aime bien, c'est ne demandez pas votre chemin, vous risquez de ne jamais vous perdre. Voilà, je pense que ça a du sens aussi pour le client, parce que de temps en temps, ça vaut le coup de se perdre dans un rayon de bouquins et de découvrir un truc auquel on ne s'attendait pas. Donc les data, toutes les données qui arrivent en masse, elles figent les profils et on a toutes les chances, si on se laisse guider par ça, de se retrouver contraint dans un modèle prédéfini, et c'est assez dangereux.